Bonsoir à tous, bienvenue dans l'atelier. Salut Léo. Salut. Salut tout le monde. Comment Salut, allez-vous? salut Barbara qui nous fait un petit coucou sur le chat. Je viens de J'ai rangé ma voir, compote. je viens de, je viens de À un voir Léo moment ton où vous n'aviez setup pas. que tu m'as envoyé là tout de suite à l'instant sur WhatsApp. Là vous le voyez pas les amis, mais c'est magique. Il y a le soleil couchant qui se C'est couche vrai. dans les quartiers généraux de LIS. C'est magique. C'est ça, exactement. On est en direct des bureaux. Et j'ai mis un grand angle, comme ça vous nous voyez bien. Et puis vous voyez que je fais pas semblant. Et j'ai caché la grosse armoire là. On la voit pas, mais il y a la grosse armoire à archives sur le côté. Mais on est là ce soir pour vous délivrer à max. En tout cas, on va essayer. On va répondre aux questions que vous nous avez posées sur les différents réseaux sociaux. Et on va peut-être parler de nous, on va peut-être parler d'actualité. Paco, déroule-nous le programme. On va faire un truc peut-être en deux parties. Le soir, enfin ce soir c'est sur les problématiques qu'on rencontre dans l'IMO. Donc c'est en mode vraiment on est sur le chemin, on essaie de résoudre les trucs, se poser les retours d'expérience aussi un peu particuliers et voir où est-ce qu'on peut être meilleur dans l'IMO. Moi j'avais un truc à partager éventuellement qui pouvait être sympa, c'est l'arrêté de péril que j'ai subi sur un de mes immeubles. On a aussi reçu des demandes de choses en fait sur du locatif du marchand qu'on pourra voir peut-être sur une deuxième partie puisque maintenant en fait on divise la session en deux parce que le replay sera disponible que la première partie et puis on a un groupe privé maintenant tu sais sur les investisseurs 4.0 et à qui je donne la primeur pour la deuxième partie qui sera du coup pas en replay mais vous qui êtes là en tout cas la bonne nouvelle c'est que vous aurez accès à tout puisque vous êtes là en live, vous avez fait l'effort de venir donc c'est vraiment cool. Mais peut-être, ouais, alors moi je peux partager le truc qui m'arrive déjà de but en blanc et puis après, n'hésitez pas aussi d'ailleurs dans les commentaires à vous dire, à rebondir dessus si vous avez des histoires un peu similaires ou des questions par rapport à ça, ça peut être intéressant. Donc moi je partage le truc. Déjà, donc voilà, l'idée c'est que c'est sur un immeuble Astin, on en a déjà un peu parlé. C'est un peu le cadeau qui n'arrête pas de donner, comme on dit, comme disent les Anglais, où j'avais déjà refus de permis, j'avais refus de permis de louer, tu vois, sur la rénovation, j'avais des fuites en pagaille. Et là, donc aujourd'hui, il y a un arrêté de péril qui a été décrété par la mairie de Stein sur l'immeuble par rapport à des tassements qui ont été visibles en fait sur la structure. Et donc, je partage un peu comment ça se passe, en tout cas pour le début, où en fait, il y a la mairie qui vient avec un expert pour regarder la structure et poser évidemment plein de questions. Est-ce qu'il y a une cave? Est-ce que vous pouvez faire visiter par-ci par-ça? C'est un appart sur lequel moi je suis copropriétaire avec deux autres copropriétaires. Donc ça complexifie je pense, la situation pas mal. Et sur lequel en fait il faut agir assez vite parce que la mairie donc demande un arrêté de péril imminent parce qu'il y a des problèmes de chute possible en fait de crépi en fait de la façade qui peut tomber en fait sur la voirie. Donc ça c'est pour ça qu'il est à 7 jours en fait pour faire une mise en sécurité avec bâchage armé, filet de sécurité et puis ce qui s'appelle la purge, ce que tu dois connaître bien ce terme-là Léo, mais en gros c'est enlever les bouts de crépi qui tombent et mettre à nu finalement le crépi, c'est ça? Ouais, complètement. Le curage ou la purge, ça dépend comment on l'appelle. Mais bon, en fait, on va encore partir dans tous les sens, mais dans ces cas-là, la mairie, normalement, vous envoie recommander, en tout cas, contacte les parties preneuses, donc là, ça doit être au syndic d'agir dans ce cas-là. Mais quand vous êtes en monopropriété ou sur une maison et que vous avez des voisins, souvent ils convoquent aussi les voisins, parce que quand il y a des périls comme ça affecte une maison, mais des fois, ça peut aller sur les autres. Ça m'arrive aussi en ce moment sur un projet en marchand de biens. Donc, on pourra en parler si tu veux, mais du coup, il y a une purge à faire. Et ensuite, vas-y, dis-nous. Ouais, je vais peut-être montrer vite fait en partage d'écran. Est-ce que vous allez voir, ça sera peut-être plus visuel de voir de quoi on parle. Donc c'est cette rue-là. Attends, je vais mettre ta photo. Tic. Non, pas moi du coup, mais là. Donc on est ici, donc on voit visiblement. Attends, ouais, attends, je suis pas dans le bon En truc. plus de l'immeuble, on peut le dire. Ouais, voilà, c'est magnifique. Donc en gros, ils sont venus. En fait, l'immeuble, en tout cas, c'est tout ça jusque là-bas, en fait. Si tu vois. Et là, Ouais, ouais. déjà végétation. Donc là, évidemment, ça veut dire qu'en fait, il y a de l'eau. Et c'est pas bon parce qu'il y a de l'eau. Il y a une terrasse un peu ici, là-haut, qui pourrait être à l'origine enfin, du problème, en fait, ici.
de la végétation ici. Bah Et oui, sur oui, le, ça se voit, le crépi il se décroche. Il y a un problème d'étanchéité sur la terrasse. et ici également. Alors je sais pas si on le voit ici, mais là-haut, il y a de la végétation aussi. Et il y a C'est un des. syndic professionnel ou c'est un syndic bénévole? Alors là, en fait, il y a bénévoles et on n'a pas de syndic encore. Donc c'est magique. Ok. Donc, quand on vous dit les syndics bénévoles, c'est cool, parce que c'est pas cher, effectivement, c'est pas cher. Mais le problème, c'est que personne ne veut payer. Et donc, personne n'engage des travaux. Ça, avec un syndic professionnel, je pense que ça ne serait pas arrivé. En tout cas, il y aurait eu des travaux de forcing qui auraient été faits pour éviter cet arrêté de péril. Je vous rappelle que l'arrêté de péril, il peut mener à la cessation de la location ou de la vente d'un immeuble en cours. Donc, on peut vite Ouais. se retrouver sans loyer et d'être obligé de loger des gens à l'hôtel. Exactement. Non, mais en fait, la conséquence de cet arrêté de péril, en tout cas pour moi, c'est effectivement ça, c'est que tu peux pas, pendant l'arrêté de péril, tu peux pas exiger de loyer de la part de tes locataires. Et Super. ça, donc voilà, euh, sachant que là, il y a deux arrêtés de péril, en fait, on verra peut-être sur le rapport, je vais essayer de l'ouvrir, mais en gros, tu as un arrêté de péril imminent où tu as genre 7 jours pour mettre en sécurité. Et quand Mhm. celui-ci est levé, il reste l'arrêté de péril qui s'appelle ordinaire, en fait, qui est de dire en gros, les copains, ok, la mise en sécurité, c'est bien beau, mais derrière, en fait, il y a un immeuble qui est en mauvais état, où il y a des tassements, qui peut quand même s'écrouler, qui peut porter atteinte à terme, on va dire, aux locataires. Il n'y a pas un danger imminent, mais quand même, tu as un délai, et là, le délai, c'est 6 mois pour faire, en fait, amener un bureau d'études, faire avoir un ingénieur pour voir si, enfin, dans quelle mesure, en fait, on peut améliorer, enfin, reprendre le bâtiment. Et avec et la reprise aussi, on a 6 mois pour faire la reprise totale. Donc en gros, on parle ici de toute la façade qui va jusqu'à là, de la Mhm. toiture entièrement, des canalisations aussi, enfin des eaux pluviales notamment, où on voyait qu'il y avait aussi un peu de. D'ailleurs, je pense que ça passe un petit peu par la terrasse, tout ça. Donc j'ai pas encore chiffré, mais ça va être, je pense, assez. Et puis tu risques d'avoir des gens qui ne veulent pas payer, donc ça c'est le problème. Ouais, ça, c'est le Qui ne problème. veulent pas ou Ok. qui ne peuvent pas. Ça c'est vraiment. Ouais. Mais tu vois, le truc, c'est que, en fait, ça fait un moment que je voulais nettoyer cette situation-là. Et en fait, le fait d'avoir le mérite, tu vois, c'est évidemment très chiant parce que ça précipite les trucs, ça précipite les trucs, il faut aller vraiment vite. Mais d'un autre côté, je sais pas, je me sens un peu, quelque part, un peu soulagé le fait que, bah, tu vois, ça fait bouger les trucs. Les Bien gens sûr, ouais. sont obligés de prendre leur responsabilité. Et qu'enfin, le truc, il va commencer à bouger, quoi. La pierre, elle va commencer à rouler, quoi. Et est-ce que le local commercial qui est en bas, il doit arrêter son activité? Comment ça se passe? Et bah ouais, d'après la mairie, justement, en fait, non seulement les, euh, les locataires, les miens locataires, donc peuvent pas enfin, moi je peux pas leur demander de loyer. Et ce que m'a dit la mairie, c'est que jusqu'à une loi qui est passée au début d'année, il y a quelques mois, les locaux commerciaux sortaient de ce périmètre de loi, tu vois, par rapport aux arrêtés de péril, et pouvaient, D'accord, ouais. eux, exercer de façon autonome. Et depuis Mince. cette loi qu'elle m'a dit, je crois que c'est la loi d'avril 2024, maintenant, ils sont inclus comme des habitations où ils doivent pas non plus C'est une exiger de. bonne info, ça. Ouais. Une bonne info. D'ailleurs, il faudrait que je sorte la loi si je l'ai chopée quelque part. Je me souviens plus trop. Euh, je pourrais la mettre quelque part. Mais ouais, c'est seulement depuis ce début d'année. Ouais. On voit ici aussi, tu vois, l'IPN, corrosion sur l'IPN qui montre qu'il y a de l'eau également. Euh, Ouais, c'est sous la flotte, quoi. C'est- donc voilà, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, enfin, je sais pas encore trop ce que ça veut dire parce que je l'ai jamais connu, mais de ce que je commence à entrevoir par rapport aux étapes, c'est déjà le report avec vis de la banque. Sûrement, je vais demander 12 mois de report parce que c'est un chantier où on a 6 mois pour le faire, mais moi, je vais me donner un peu de marge pour pas être en difficulté financièrement. Après, derrière, amener le bureau d'études. Et puis négocier avec les artisans. Il y avait un truc que je me posais comme question par rapport à la situation. Je ne sais pas si c'est faisable, mais si tu vois, l'ANA pouvait couvrir une partie des Bah, choses. tu Hein. peux, tu peux. Le problème, c'est que avec l'ANA, tu as toujours la compensation. Donc après, tu vas avoir des, comment, des appartements qui vont avoir des loyers plafonnés. Ouais. Donc ça, c'est pas trop le top non plus. Euh, J'essaie de voir si je peux retrouver le rapport.
T'as jamais connu ce genre de truc, toi, Léo? Bah moi j'ai un arrêté de péril en cours sur une maison, enfin sur une annexe d'une maison qui est au fond enfin sur une rue, avec un affaissement d'un mur qui appartient, enfin qui est en partie à moi et en partie à la ville, et donc je dois raser mon garage. Donc étonnamment, ils nous ont fait une injonction de faire les travaux, et en fait ça inclut aussi un voisin parce qu'il y a deux parcelles, et je pense qu'il y a une espèce de vide parce que personne n'agit pour l'instant. Nous on a fait chiffrer la démolition, donc ça nous coûterait 3 000 euros, ce qui est embêtant. Mais on est prêt à le faire. Simplement, on attend les autorisations. Il y a un permis de démolir, parce qu'il faut faire un permis de démolir au niveau de la mairie, et c'est en cours. Donc c'est tout, mais j'ai pas de locataire, j'ai pas de commerce au-dessus, je suis en monopropriété, donc j'ai pas trop de sujets là-dessus. Ouais, ça reste quand même assez soft pour toi, quoi. C'est ça, je suis dans mon périmètre et ça va. Donc je te montre à quoi ça ressemble. Ouais, Donc voilà, ils te décrivent les désordres. Tu vois l'important dégâts des eaux, des lézards, etc. Bon. Euh, et ensuite, bon, voilà, plan de situation, des photos, un reportage photo où ils montrent bah, là où ça peut tomber. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'imminence de la situation. Tu vois, il y a quand même une belle lézarde à l'intérieur là. Voilà. Et après, donc, avis de l'expert, il y a péril imminent, donc purge urgente, voilà, etc. Dévoiement du trottoir, donc ils vont faire sur tout le trottoir, ils vont bloquer l'accès ici, ok, sauf, ouais. sauf évidemment aux locataires, parce que ma porte d'entrée elle est ici. Donc j'en ai un C'est sur vrai les que ça trois. fait peur hein, quand tu vois ça. Mais Ouais. ça, c'est clairement le genre de problème que on va rechercher quand on va faire du locatif ou du marchand. Pas en tant que débutant, bien sûr, mais une fois que vous avez fait deux, trois investissements et que vous vous sentez un peu, avec une bonne équipe de travaux, vous vous sentez apte à aller sur des sujets comme ça paraît important, mais est-ce que tu as une estimation du coût ici qui a été faite? Parfois, je sais que c'est possible. Non, alors j'ai pas ça. En fait, au préalable de ce truc-là, moi, ce que j'avais entrepris, c'était rénovation de la façade et enfin, réfection de la toiture, mais de manière indépendante et sans avoir. Enfin, donc j'ai eu un devis de 60 000 sur la partie Bah, c'est façade. trop. C'est trop. Ouais, et sur la toiture, je crois que j'ai eu un ticket à. Je crois qu'on était à 40 000. Donc ça sortait à 100 000, on va dire à grosse louche, mais ouais, sans l'avoir travaillé le devis, quoi. Ouais, je comprends. Sauf que là, tu dis c'est trop, mais là, enfin, c'était des situations de rénovation de façade classique. Là, on est dans l'urgence et on est dans la. Tu vois, on va devoir suivre les injonctions du bureau d'études qui, lui, pourrait rajouter des trucs coûteux, tu vois. Oui, mais 60 000 euros pour une façade comme ça, c'est hors de prix. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est que si vous Hmm. faites 3-4 devis, vous allez voir, il y en a forcément un qui sera moins cher. Parce que vu de la surface, il n'y a pas 60 000 euros de travaux. Ouais, bah, écoute, j'espère bien. J'espère bien. Et donc, tu vois, là, tu as le délai, donc 6 mois pour le péril ordinaire, où là, il te demande études et diagnostics complets, réhabilitation selon les conclusions du bureau d'études, réfection des façades, pignons, toiture. Ah oui, oui, ouais, forcément, ils veulent que tu refasses tout. Donc voilà, c'est la joie, joyeuserie de l'IMO qui tombe Ouais, là. dis donc, t'enchaînes parce que. Bah après, est-ce que c'est un problème est-ce que tu aurais pu l'éviter? Est-ce que tu aurais pu peut-être vendre avant? T'attendais peut-être le problème aussi pour te rendre compte du souci, non? Ouais, non, non, mais en fait, je l'avais en tête quand quand j'ai acheté l'immeuble, tu vois, j'avais pris provisionné déjà pour rénover la façade. Ce que j'avais pas anticipé, en revanche, c'était le truc lourd, ouais, lourd comme c'est là, tu vois, et que ça traîne et que ça traîne et que les gens ne réagissent pas, quoi. Il y Il a Mehdi qui Mehdi. me dit que c'est une escroquerie, donc tu bien raison. Et Barbara, on va répondre à ta question, hein. On finit simplement le sujet, mais évidemment, la priorité est au direct, donc on va répondre à vos questions. Ouais, bah, on peut y aller. Moi, c'était un peu tout de mon côté sur, sur ce sujet. Ouais, donc là, les étapes pour moi, c'est quand même bureau d'études là pour essayer de voir en fait dans quelle mesure, enfin, voilà, le périmètre de l'intervention avant de m'affoler pour les devis des entrepreneurs. Yes. Euh,
Ouais, donc Mehdi qui nous demande, même en zone de plafonnement, pourquoi l'ANA prendrait des choses en compte. C'est un bon point. Je pense qu'en fait, c'est plus pour le. Enfin, ouais, l'ANA, ils font pas forcément les façades. Moi, je voyais plus ça pour la rénovation énergétique vis-à-vis de la toiture, isolation, tout ça. Euh, Où là, peut-être, ils pourraient se positionner, mais. Il y a aussi les rénovations, toutes les opérations façades des mairies, les trucs comme ça, où tu peux avoir un peu, gratter un peu de Ouais, coût. rénovation cœur de ville, tu peux gratter. Mais toi, t'es peut-être pas dans un centre historique ou dans une ville qui a nécessairement besoin de ça. Hmm. Ouais. Donc Barbara, sa question, j'ai une question qui peut-être être déjà posée dans d'autres épisodes. Comment investir dans une région-ville à distance quand on est dans une région chère comme en PACA? Tu veux adresser ça peut-être ou on la laisse pour plus tard, comme tu veux. Non, on peut en parler. Faire du locatif dans des villes qui ont des prix mètres carrés élevés, c'est pas impossible, sauf que c'est pas facile. J'ai envie de dire, c'est un peu tout le temps la même recette, aller chercher des biens que les gens ne vont pas aller chercher par eux-mêmes. Donc, bah, les arrêtés de péril, les appartements délabrés. D'ailleurs, j'ai changé un petit peu mon texte quand je parle à des agents. Je dis plus que je cherche des appartements rénovés, mais je cherche des appartements délabrés. Parce que je suis sûr qu'avec délabré, normalement, ils comprennent tout de suite ce que je recherche. Et avant, je mettais à rénover, mais en fait, tout le monde demande à rénover. Donc vraiment, des appartements délabrés, ça parle souvent à l'agent. Donc, routine de recherche, toujours. Donc, des alertes sur les différents sites d'annonces. Et ensuite, parler de ce que tu as besoin au niveau des agences. Vraiment, faire le boulot au niveau des agences. Euh, Parce que les bonnes affaires se trouvent même en région PACA. Je vais pas dire que on est sur les mêmes prix qu'à Strasbourg, où moi j'ai l'habitude d'agir, mais peut-être 2 fois moins cher. Ça reste 4 000 € du mètre, hein, donc c'est pas cher, on va dire. Mais c'est toujours pareil, c'est du volume, c'est pas facile. Heureusement que c'est pas facile, ce serait inquiétant. En ce moment, tu peux te permettre des offres agressives. Donc, soit tu te concentres sur la zone PACA, enfin en tout cas ta ville, et tu fais du réseau à fond pour dénicher des bonnes affaires, sachant qu'elles ne sont pas toutes sur les sites d'annonce et les sites d'agence. Donc, il faut aller les chercher par la visite. Ou alors, tu t'éloignes un petit peu. Un petit peu, ça peut être une demi-heure, ça peut être 1 heure. Globalement, dans chaque ville de France, à une demi-heure ou 1 heure de cette grande ville, tu as une ville moyenne avec 15, 20, 30 000 habitants qui a un prix mètre carré qui est moins cher, mais pour autant qui a quand même une tension locative. On- ce- ce- cette règle, elle s'applique vraiment dans toutes les villes de France. Si tu vas à Paris, si tu prends une demi-heure autour, si tu prends 1 heure autour, bah, tu arrives vite. Tu vois, 1 heure, tu peux aller tomber sur une ville comme Étampes, par exemple, dans le sud. Bah, à Étampes, il y a une demande locative. Donc, et Étampes, c'est pas le prix de Paris. Je connais le département, c'est pas le prix de Paris. Donc, il y a toujours des solutions. Après, faut pas investir. Pour moi, investir à distance, c'est-à-dire dans un rayon de 1 heure de route, ça me paraît encore envisageable. Si tu fais plus, je me lancerai pas là-dedans, à moins que tu aies vraiment une connaissance du secteur ou quelqu'un sur place que tu connais. Voilà ce que je dirais sur l'investissement à distance. Ouais, c'est vrai que c'est toujours un peu la grande question, c'est investir ou pas à distance. Il y a des pour et des contre, franchement. Encore récemment, là, je voyais quelqu'un là, qui faisait de la LCD atypique, ma dernière interview, où il investit que aux côtés d'Angers. Et il disait que lui, vraiment, il connaît excellemment son secteur près de chez lui. Mais bon, il est en province, tu me diras, s'il n'est pas dans une grande ville qui est chère. Il y a aussi la tentation d'aller faire des trucs près de chez toi qui peut être muet, enfin, qui peut être, comment dire, limiter cette tentation mauvaise parce que tu perds beaucoup de temps si jamais tu investis à distance. Donc tu peux dire, ah, c'est bien d'investir à distance pour ça, mais à côté, si t'as pas de réseau local, si t'as pas connaissance secteur, ouais, enfin, tu vas forcément te dépendre de quelqu'un comme une boîte de société d'investissement, tu vois, clé en main ou quoi. Tu vas pas faire forcément les bonnes affaires. Donc, c'est, je sais pas si j'ai vraiment une solution en réalité de ce truc-là, quoi.
Et ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que l'immobilier, c'est une activité de proximité. Les personnes qui performent dans leur secteur, c'est parce que ça fait 3, 4, 5, 10 ans qu'elles sont sur leur secteur et qu'elles sont devenues indispensables. Elles sont devenues connues, reconnues. Et ça, c'est quelque chose qui va jouer en votre faveur. C'est-à-dire que si vous vous concentrez, si vous vivez sur un secteur et que vous gravitez dans l'immobilier, ça peut être acheter un appart tous les ans, ça peut être faire une activité de marchand de biens, ça peut être développer une conciergerie dans le secteur. Si vous êtes une personne qui est loyale et avec qui les agences peuvent discuter et comprendre que bah, vous êtes depuis 3, 4 ans toujours au même endroit, dans la même ville, et vous avez respecté tout le monde, en fait, ça va parler pour vous. Et, et ça, c'est faisable que si vous êtes toujours dans la même ville. Moi, j'ai fait de l'expérience. J'ai déménagé d'une ville qui était Orléans, où je connaissais tout le monde, enfin, en tout cas, beaucoup de monde, à Strasbourg, où je connaissais personne, pendant plus d'un an, quasiment un an. J'ai vraiment eu du mal à me faire au marché et à être connu, reconnu par les agents. Aujourd'hui, ça va mieux. Les agents me connaissent. Je réussis à entrer dans des cercles d'agents, de géomètres. Enfin, ouais, il y a un réseau qui s'est fabriqué. Mais si tu changes tous les ans et que tu investis dans une ville, déjà, si tu investis dans une ville où tu ne vas pas, tu ne feras pas de réseau. Si tu investis dans une ville où tu y vas tous les 6 mois, pareil, tu feras pas de réseau. Parce que les gens, enfin, en tout cas, beaucoup moins que si tu y vas toutes les semaines ou si tu y habites. Hmm. Donc, et encore une fois, ça joue en ta faveur. Aujourd'hui, dans les secteurs où je suis présent, moi ou mes associés, on est appelé en premier. Et quand j'ai commencé en fin 2018, j'étais un peu, euh, j'étais vraiment triste de voir qu'il y avait des gens qui passaient avant moi. Et en fait, c'était des gens qui étaient là depuis 5 ans. Et ben maintenant, c'est moi qui suis là depuis 5 ans. Donc, la, la, le fait d'être tenace et le fait d'être résilient sur une zone fait que naturellement, tu vas te créer des opportunités d'achat et tu vas être en off sur beaucoup d'opportunités, enfin sur beaucoup d'immeubles. Ouais, elle dit que là où elle peut aller, c'est 2 heures de route pour commencer à C'est sortir beaucoup, hein. des prix de 3500-4000 du mètre. Ouais, ça fait beaucoup. Moi j'ai fait ça pour aller à Amiens notamment. J'ai investi alors que j'étais à Paris, mais c'était ouais, 1 heure et demie, 2 heures. Enfin, ouais, on va dire 1 heure et demie plutôt que 2 heures. Ça se fait, mais après, c'est vrai que c'est. Tu as pas forcément. Enfin, ça dépend ce que tu veux construire comme patrimoine. Tu peux y aller si vraiment tu y vas toutes les semaines, mais comme tu dis, il faut qu'il y ait quand même une attache, tu vois. Soit une attache familiale, soit on y a été pour les études, soit on a vraiment envie d'y aller, y passer du temps. Il faut qu'il y ait quelque chose pour que peut-être que tu vas pas le faire ton affaire en 6 mois, mais tu vois, tu vas peut-être le faire quand même en un an, à force d'y aller, à force de voir un peu les prix. Moi, je pense que c'est quand même faisable hein, de trouver une appétence pour un secteur et de se faire l'œil en fait par rapport au secteur si tu y vas vraiment régulièrement, mais c'est un investissement quoi, parce que ça veut dire bah tu vas pas ailleurs que dans cette zone là pendant pas mal de temps. Donc j'ai connu des gens qui l'ont fait, mais c'est vrai que c'est un investissement temps. Est-ce que tu es prêt à le faire? Voilà, c'est la question quoi. C'est ça. Et est-ce que tu n'as pas plus de bénéfices à prendre ton temps sur la ville où tu es actuellement plutôt que sur une ville à 2 heures de chez toi en termes de coûts, essence, fatigue, temps perdu, ouais, ça se calcule. Yes. Ok, et ben c'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Sinon, Léo, si toi tu as un cas que tu veux nous présenter ou un truc en ce moment, une problématique qui te chiffonne particulièrement. Qu'est-ce que j'ai qui me chiffonne en ce moment? Non, je suis dans une période où ça va à peu près. Bon, le boulot, il y en a sur les activités de marchand. J'ai quasiment soldé mes opérations de marchand. Il m'en reste, j'en solde une le 13, là, le 13 juin. Euh, non, j'ai pas de galère en ce moment. C'est dommage que ça aurait été intéressant à raconter. Qu'est-ce que Non, mais il te force pas, écoute. C'était juste pour Tout savoir. va bien. Je vais pas essayer d'inventer des trucs. Euh, non, j'ai pas de galère plus que ça. En Ok. immobilier, en fait, actuellement, je suis dans l'attente de trouver des acheteurs pour mes biens. Donc ça, en soi, c'est devenu courant d'attendre parce que les biens se vendent plus à la première semaine.
Donc j'attends que les gens me fassent des offres. Je suis prêt à prendre une petite négociation. J'ai des offres en cours qui sont passées, on doit aller au compromis. Là, en fait, on est en train de voir les montages. Alors si, tiens, j'ai un truc qui me... Si je peux parler du négatif, j'ai du mal à avoir des conseillers fiscaux, comptables, juridiques qui ne me facturent pas. Ça, c'est embêtant. En fait, autant on a du réseau dans un artisan, on peut l'appeler pour lui demander quel est son fournisseur, je sais pas, pour du placo. Autant un comptable, pour lui demander un bout d'écrit sans qu'il te facture, ça c'est compliqué. Et je me rends compte aussi d'un autre truc, c'est que quand on a une problématique, il est bon, quand on fait avec un artisan, de faire 3 devis. Et en fait, ça va aussi avec le juridique et le comptable. Il est bon de demander 3 avis à 3 comptables différents. Alors, c'est pas facile, parce qu'il faut avoir, surtout au début, on a même pas de comptable. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je demande à mes amis qui n'ont pas le même comptable que moi d'envoyer la même question à leur comptable. Et on voit les réponses qu'on a. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a parfois des sujets où on est bloqué. Par exemple, je te fais un exemple. Est-il possible qu'un particulier prête de l'argent à une société pour une opération de marchand de biens? En tout cas, oui, c'est possible, mais comment le faire? Comment le structurer? Et ben, on pose la question à 3 comptables. T'en as un qui te dit que c'est pas possible. T'en as un qui te dit qu'on peut faire la solution A et la deuxième la solution B. Et en fait, on les challenge. Et ce qui me manque, c'est d'avoir rapidement, c'est-à-dire, je demande pas rapide. Rapide pour moi, c'est sous une semaine, une réponse de 3 comptables pour avoir des solutions liées à notre structuration, c'est-à-dire nos créations de société, nos dissolutions de société, nos liquidations, euh, nos différentes facturations. J'ai du mal à avoir un comptable conseil finalement. Et je serais prêt, d'ailleurs, si quelqu'un lance un service, je serais prêt à payer en fait un service de veille, peut-être, je sais pas, 200, 300, 400 euros par mois, pour pas avoir une ligne directe, mais peut-être avoir quelqu'un qui, sous 2-3 heures, te prend au téléphone et te donne la solution. Bon, peut-être que ça existe. Ça s'appelle aussi un avocat, mais sauf qu'un avocat, c'est 200 euros par heure. Donc j'aimerais bien une solution entre la compta, le juridique et le social. Tous les jours, en traitant des sujets, on a des questions. En fait, il faudra un espèce de coach, un coach qui peut te sortir des articles et qui peut te sortir des écrits. Et donc, c'est un peu la frustration du moment. Et je pense que c'est une frustration que je vais garder longtemps parce qu'avant d'avoir ce genre de conseils en interne, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un que tu peux avoir avec toi finalement, bah, il faut quand même avoir, je sais pas, entre 5 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année pour te payer les services d'un gars comme ça, d'une personne comme ça. Ouais. Et Non, ChatGPT n'est pas encore assez puissant pour me faire ce genre de choses. c'est ce que j'allais dire, quoi. Ça viendra plutôt d'un AI que d'autre chose, quoi. Mais Mais d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un gars qui a lancé une IA avec un avocat au bout. Je sais pas si tu savais, ah ouais, il a pris tous les textes de loi. Alors c'est ciblé sur une compétence, je crois, soit de l'administratif, soit du pénal, je sais plus. Et ça s'appelle avocat, je sais pas quoi, avocat AI avocat peut-être. Et en fait, c'est un gars qui a fait absorber, tu vois, le code, je sais pas, le code pénal à un IA. Et puis du coup, tu lui poses tes questions et il répond. Et tu payes à la question. Et je crois que tu payes 90 euros la question, donc c'est moins cher qu'un avocat. ouais, ouais, ouais. Et La donc il y solution, a un peu l'ordre des avocats qui est en train de se retourner parce qu'ils se disent, oula, c'est dangereux pour les clients parce que s'il dit une connerie, bah t'es pas bien. Et puis deux, c'est dangereux pour nous parce qu'on perd du business. Donc ouais, mais c'est peut-être l'ubérisation, tu vois. Tu commences par un truc drastique comme ça, et ça réveille la profession, et après, il y a une sorte d'adaptation qui est mieux que ce qu'on avait avant, mais qui est pas aussi grave et dangereuse que ce que GPT peut te donner, tu vois. ouais, C'est c'est clair. une évolution naturelle. Ouais, et bah écoute, on peut attaquer la deuxième partie du coup sur les questions-réponses des personnes qui nous ont envoyé des questions.